Les podcasts du Figaro. Tout ce que vous lisez sur cette période qui paraît impensable, c'est encore pire. Et moi, c'est pour ça que je parle. Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour, vous écoutez le podcast Les Engagés. Je suis Aude Barietti de la Garde, journaliste au Figaro. Toutes les semaines, nous recevons un homme ou une femme qui porte haut et fort, ou parfois plus discrètement, sa détermination à faire évoluer la société. Aujourd'hui, depuis l'Institution nationale des Invalides, où elle est pensionnaire, je rencontre une personnalité exceptionnelle, Ginette Kolinka, 99 ans, rescapée de la Shoah. Bonjour Ginette. Bonjour. Vous naissez en février 1925 à Paris. Racontez-nous votre enfance, votre famille. Comment était la vôtre ? Écoutez, j'ai grandi dans une famille aimante, où j'étais aimée. J'ai exactement comme vous, une famille tout à fait normale, des parents qui aimaient, c'est normal, leurs enfants, des enfants qui se disputaient, c'est normal aussi, parce que quand on est une famille nombreuse, on n'est jamais tous les 6 d'accord, et on se disputait 2 par 2, si vous voulez. Votre père avait fait la guerre de 14-18 et votre mère venait de Roumanie. Vous avez une enfance heureuse, puis la guerre survient, vous devez porter l'étoile jaune. Et dans la BD, justement, que je tiens à la main, Adieu Birkenau, qui est paru chez Albin Michel, on voit une petite fille, donc vous-même, Ginette, dire « ça ne me dérange pas, je suis même plutôt fière ». Exactement. Pourquoi ? Parce que ça sortait de l'ordinaire. Alors, Hitler, en faisant porter l'étoile, voulait nous humilier. Eh bien, j'ai jamais été humiliée. J'ai porté l'étoile, que ça plaise ou que ça plaise pas. Mais je n'ai personnellement jamais entendu de réflexion quand j'apportais l'étoile. Ça n'a pas été le cas pour une cousine qui a remonté les Champs-Élysées, elle travaillait à l'étoile, jusqu'au carrefour Champs-Élysées. Eh bien, un sale type, va-t'en dans ton pays, qu'est-ce que tu fous là ? On devrait tous vous tuer. Eh bien, ma cousine pleurait toutes les larmes de son corps. Les gens regardaient, écoutaient. Pas une personne n'a pris sa défense. Mais laissez-la tranquille, fichez-lui la paix, foutez le camp. Non, pas personne. Et quand il y a eu la rafle du Veldiv, c'est pareil. Il y a eu des spectateurs, c'était un spectacle. Ils voyaient les autobus décharger leurs marchandises, c'est-à-dire les enfants et les parents. Personne. Moi, je n'y étais pas. Une amie y assistait. Personne n'a dit aux agents qui faisaient ce sale boulot « Arrêtez, qu'est-ce que vous faites ?» Les gens sont ou contents ou neutres. Vous êtes dénoncé auprès de la préfecture, vous devez fuir Paris et vous arrivez à Avignon. Survient ensuite le 13 mars 1944, le jour de votre arrestation. Quel souvenir gardez-vous de ce jour-là ? Il fait très beau, c'est le début du printemps, le soleil, la chaleur. On était 2 à faire les marchés, donc on est sur les remparts. Quand on est 2, il n'y a pas de problème. Tu es parti de la première, et ben demain tu partiras la seconde déjeuner. Ce jour-là, on est 3, et comment qu'on fait ? On va tirer au sort, et c'est moi qui suis désignée pour partir la première. Mais comme moi, je suis un peu grassouillette, beaucoup grassouillette même, et que je veux toujours maigrir, et ben ce premier jour de printemps qui est ensoleillé, qui est beau, je décide, aujourd'hui, je déjeune pas, et mon tour, je le passe à ma sœur et à ma cousine. Quand elles reviennent du repas qu'elles ont fait, elles me chantent tellement la qualité de ce repas, oh ben je peux pas résister, hein. Je vais déjeuner et là, je tombe sur la Gestapo. Devant la Gestapo, il y a mon père qui avait 61 ans, il y a mon neveu qui avait 14 ans et il y a mon frère
qui avait 12 ans. Les enfants étaient rentrés de l'école pour déjeuner. À l'époque, il n'y avait pas de cantine. Et ils allaient repartir pour reprendre leur classe l'après-midi. Eh bien, ils ne sont jamais retournés dans leur classe. La Gestapo est là. Chez les hommes, la coutume veut que quand un bébé du sexe masculin vient au monde, on pratique la circoncision. Donc, on les emmène dans la cuisine, on les fait déculotter, ils sont circoncis. Il n'y en aurait eu qu'un, on aurait peut-être pu raconter une histoire de maladie, phimosis, ou mais là, 3 de la même famille, on est dénoncés, ils ne sont pas fous. On a été immédiatement embarqués. Mais jusque Drancy, pas de brutalité. Moi, je n'ai pas de mauvais souvenirs de Drancy, je me suis fait des amis. En avril 1944, vous avez 19 ans, vous faites partie du convoi numéro 71, aux côtés notamment de Simone Veil, de Marceline Loridan-Ivance, des enfants d'Isieux, et vous êtes emprisonné à Birkenau. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre arrivée là-bas ? On a déjà fait un voyage épouvantable dans des wagons à bestiaux, sans confort. On n'a rien pour faire ses besoins. Il faut faire ses besoins dans un seau devant tout le monde. Mais bon, devant tout le monde, les hommes se sont arrangés pour isoler le lieu. Mais l'odeur, le bruit, on voyage très mal. Mais je ne me rappelle plus du voyage. Par contre, le train va s'arrêter, les portes vont être déverrouillées, et là, c'est un moment super agréable. C'était une infection à l'intérieur de ce wagon. Nous, notre wagon, malheureusement, on est mal tombé. Il n'y avait pas de fenêtre. Certains wagons, c'était des grillages ou des barreaux, mais ceux-là ont eu de l'air. Nous, notre wagon, ce n'était pas le cas. Il était complètement fermé. L'air passait par les volets qui étaient sur le côté, mais très très peu, la lumière très très peu. Donc on arrive, le train s'arrête, les portes vont être déverrouillées à un moment très très agréable et qui a duré un quart de seconde. À peine les portes ont été ouvertes que ce sont des hurlements, des commandements, et quelqu'un hurle sur le quai. Moi je ne comprends pas l'allemand. Je demande à côté de moi qu'est-ce qu'ils disent. Il y en a qui me traduisent. On n'est pas au camp. Le train vient de s'arrêter, on n'est pas au camp. Les personnes qui sont fatiguées, malades, qui ne veulent pas marcher, il y aura un grand trajet à faire. Alors, on a préparé pour ces personnes-là des camions. Ils étaient là, les camions, on les voyait. Et moi, j'entends ça, je dis à mon père et à mon petit frère, je pensais que mon petit frère était jeune et mon père vieux, 61 ans, ça me paraissait vieux à l'époque, eh bien, il devait être fatigué. Alors, profitez-en, montez sur le camion, comme ça, vous ne serez pas fatigué. Et j'ai toujours eu ce remords de les avoir envoyés. Et le camion, en fin de compte, c'était la mort. Lui, Hitler, ce qu'il voulait, les Juifs, ils peuvent vivre à condition qu'ils puissent travailler. Donc, il avait un quota. Tous ceux qui avaient moins de 15 ans ou qui paraissaient avoir moins de 15 ans allaient sur les camions. Et les femmes qui paraissaient avoir plus de 45 ans et les hommes plus de 50 ans sur les camions. Et moi, idiote, on m'a dit que les nazis étaient des sauvages et c'est pas vrai. Ils veulent pas que les personnes âgées ou que les personnes jeunes se fatiguent. C'est pas être des sauvages. Au contraire, du coup, j'avais pas peur. Et puis, en fin de compte, on est parti à pied. C'est vrai que c'était pénible. Et quand on est arrivé à proximité du camp, j'aperçois de la fumée, des cheminées. Voilà, c'est l'usine. Je vais peut-être y travailler. Ou peut-être que je vais travailler dans les champs. Je suis en train de les traverser. Voilà. Et maintenant, je suis dans le camp
Et ça, c'est une autre histoire. À quoi ressemble le quotidien à Birkenau ? Le matin, le réveil est, je vous dirais pas exactement l'heure, mais admettons 4 heures du matin. On vous réveille. Immédiatement, vous devez être dehors à l'appel. On s'était déshabillé. Vous avez des affaires, elles ne sont pas bien. Vous vous déshabillez quand même. Quand j'interroge des élèves, comment vous voyez habiller les déportés, la plupart me parlent de rayures. Mais non, on est juif, on n'a pas le droit aux vêtements rayés. Nous, on est habillés avec les vêtements que les Juifs ont amenés avec eux dans leur bagage. Donc, tout ce qui était bien est parti en Allemagne, et ce qui était moins bien, pas bien du tout même, eh ben, pour habiller les Juifs, ça sera largement suffisant. Donc, nous, on n'a pas d'uniforme. On est habillés. Si vous avez de la chance, vous ne tomberez pas trop mal. Si vous n'avez pas de chance, eh ben, tant pis pour vous, ça ne sera pas très bien. Et là, maintenant, on est dans le camp. Et moi, un camp de travail, dans ma petite tête, je voyais un local pour le travail, et puis je voyais un local pour loger les ouvriers. Et bien, quand je suis rentré dans le camp, le local pour les ouvriers, à perte de vue, il y avait des baraques. Je vois des baraques à perte de vue pour loger les ouvriers. Eh bien, ça doit être un drôle de camp de travail. C'est tout ce que je me suis dit. Par contre, ce qui je trouvais bizarre, c'était les barbelés qui entouraient ce camp de travail. Les barbelés qui étaient même entrecoupés d'espèces de petits bâtiments. J'ai appris que ça s'appelait des miradors. Il y en avait des où les soldats étaient debout dans leurs petits bâtiments. Et puis il y avait d'autres aussi où les soldats étaient dans leurs petites baraques en hauteur pour voir plus loin. Donc vous disiez à 4 heures du matin à peu près, vous devez vous lever précipitamment et faire l'appel. Et ben voilà, et l'appel ça durait le matin, c'était pas très long parce que la Blokova nous comptait et puis ça suffisait. Et s'il manquait 1 ou 2 personnes à l'appel, c'est pas parce qu'ils faisaient la grasse matinée, c'est parce que ou elles étaient malades ou elles étaient mortes. Eh bien, mortes ou malades, elles devaient être à l'appel. Donc, les mortes, eh ben, c'est lourd, même quand vous êtes maigre, c'est lourd, un mort. Alors, on les traînait et puis on les laissait tomber comme elles pouvaient tomber, alors que la malade, il fallait qu'elle soit debout à l'appel comme les autres. Dans le camp, personnellement, moi, je ne me suis pas fait d'amis. J'avais des amis quand je suis rentrée dans le camp et on est resté un tout petit peu ensemble, quand on était en quarantaine. Et puis après, j'étais toujours avec une, Marceline, mais Marceline avait 15 ans, moi j'en avais 19. Eh bien, tout en étant tout le temps ensemble, elle était avec ses copines qui avaient 15 ans, 16 ans, et moi, j'étais avec personne. Parce que moi, j'étais peut-être sauvage. Je suis restée sur le coup de... Je me suis sentie responsable d'avoir dit à mon père et à mon frère de monter sur les camions. Peut-être que c'est ça qui a fait que... En attendant, je ne me suis pas fait d'amis à Birkenau. Tout était dur. La moindre... Vous croyez que d'être nu, c'était pas dur? Ça a été terrible pour moi, la nudité. C'est pas la même chose que dur, le travail, un travail dur, mais n'empêche que moralement, pour moi, ça a été terrible. Alors, le travail que j'ai fait, quelquefois, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, t'as pas fait ça. On a installé des rails pour faire rentrer le train dans Birkenau. On a transporté des pierres 2 fois plus grosses que nous. On les mettait dans des wagonnets. Ces wagonnets déraillaient. Il fallait les remettre sur les rails. Je ne peux pas décrire le travail qu'on a fait parce que c'est impensable.
Vous avez été emprisonné à Birkenau, puis à partir de novembre 1944 à Bergen-Belsen. Là, ça changeait complètement. Bergen-Belsen, je ne sais pas pourquoi qu'on nous a emmenés là. On n'a pas travaillé. C'était le jour et la nuit avec Birkenau. Il n'y avait pas assez d'officiers pour nous commander. Alors, on avait choisi une camarade qui parlait l'allemand, qui nous a servi de commandement. J'ai même rencontré des personnes avec qui je me suis lié d'amitié à Bergen-Belsen et même que j'ai revu après, alors qu'à Birkenau, je vous l'ai dit, je n'étais pas du tout lié avec personne. Ensuite, vous avez été transféré à Theresienstadt, mais le camp était en fait déjà libéré. Quel souvenir gardez-vous du moment où vous avez compris que vous étiez libre ? Et la première chose à laquelle j'ai pensé, effacer le numéro sur le bras, comme ça, je n'ai plus de choses qui me rappellent que j'ai été dans ce camp. Vous rentrez en France à l'été 1945, vous retrouvez votre famille, vous vous mariez, vous travaillez avec votre mari sur un marché à Aubervilliers. Vous avez un fils, Richard, qui deviendra d'ailleurs batteur du groupe Téléphone. Mais pendant longtemps, vous ne lui avez pas parlé de vos mois de déportation. Je ne voulais pas en parler parce que je voulais oublier cette période. Comment voulez-vous que je décrive à la famille, alors que je suis la seule à être rentrée? Beaux-frères ne sont pas rentrés, belles-sœurs ne sont pas rentrées, sœurs ne sont pas rentrées, et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ils sont morts. Et moi, je vais décrire tout ce qui s'est passé dans le camp. Les morts, je vais les faire mourir une seconde fois. Alors, j'en ai pas parlé. Je me suis mise à parler bien longtemps après, parce que je fais partie d'une association, Union des déportés d'Auschwitz, et là, un jour, l'occasion a voulu qu'on me demande de rendre service, et je suis partie dans le camp, de nouveau. Quand est-ce que vous êtes de nouveau pour la première fois retourné à Birkenau ? Je ne pourrais pas vous dire exactement la date, je ne m'en rappelle pas du tout. Ce que je me souviens, c'est avec tout le temps qu'on a été à l'aéroport, dans le car, je ne m'inquiétais pas du tout. Et puis quand on est descendu du car et qu'il a fallu rentrer dans le camp, là, la curiosité, qu'est-ce que va être ma réaction, mais sans avoir peur. Hein. Eh bien, écoutez, j'ai trouvé quelque chose, c'est pas Birkenau. Comment peut-on faire croire aux gens qui vont là-bas que ce qu'on raconte, c'est rien à côté de la réalité? C'est pas possible, ils peuvent pas s'en rendre compte, c'est pas possible. Vous avez des allées toutes nettes, vous avez des pelouses d'une verdeur extraordinaire, vous voyez passer des lièvres maintenant, vous voyez des biches quelquefois. Non, ça c'est pas Birkenau, c'est un Birkenau touriste. Mais le vrai Birkenau, malheureusement, il n'y a que les survivants qui peuvent le connaître et les autres ne peuvent que nous écouter. Et nous écouter, ils ne le croient pas. Tout ce que vous lisez sur cette période qui paraît impensable, ben c'est encore pire. Et moi, c'est pour ça que je parle. C'est parce que je suis contre la haine des uns contre les autres, n'importe lesquels. Accordons-nous. Vous êtes un être humain. Tout simplement, qu'il soit musulman, juif, chrétien. Mais il n'y a rien qui nous différencie, à part la religion. On n'est que des êtres humains, et c'est tout, avec des qualités, avec des défauts. Moi, je voudrais qu'on s'accorde tous, et quand je vais dans les écoles, je vois des faciès différents, les uns à côté des autres, des jeunes de couleurs différentes, et je leur demande, mais vous n'êtes pas pareil que votre voisin. Est-ce que vous lui faites la gueule? Est-ce que vous ne lui parlez pas? Est-ce que vous le rejetez? Oh ben non. Ben voilà. Est-ce que c'est pour ça que c'est si important pour vous de témoigner ? Je ne peux pas dire que c'est si important. C'est pas vital. Hein. Je m'en passerai. Je dis pas volontiers parce que pour moi, c'est devenu
un plaisir. Le plaisir, c'est pas de raconter ce que j'ai vécu. Le plaisir, c'est d'avoir devant moi des jeunes qui ont l'air de m'écouter, qui ont l'air de comprendre ce que je dis et que j'espère que tous ces jeunes, pas tous, sur toute une classe 30, 40, 50, 100, il y en aura peut-être qu'une seule dizaine qui vont servir de passeurs de mémoire. Eh bien, ça sera toujours une dizaine qui aura compris et qui le passera. Et sur les dizaines qui a passé, ben, il y en aura encore 5, 6 qui passeront. Voilà, c'est ce que j'espère. Que cette période qu'on a vécue ne reste pas dans l'oubli complètement, parce que ça serait facile pour que ça recommence. Vous êtes officière de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du mérite, commandeur des Palmes académiques, commandeur de l'Ordre des arts et des lettres. Vous avez un collège de Haute-Garonne qui porte votre nom. Vous avez une plaque à votre nom au lycée parisien Beaumarchais, où vous avez fait vos études d'ailleurs. Quel hommage reçu dans votre vie vous a le plus touché ? En réalité, je ne fais pas trop attention à toutes ces distinctions. Pour moi, ça fait plaisir peut-être de dire tout ça, de voir les médailles, j'en ai plein et tout. Mais pour moi, c'est pas ça qui m'accroche, c'est pas ça, non. Ces médailles et tout ça, c'est malheureusement pour tous ceux qui n'ont pas eu ma chance de revenir. C'est à eux que je remets tout ça. Et pour moi, je ne mérite pas tout ça. J'aurais été résistante, j'aurais compris qu'on me fasse tous ces honneurs, parce qu'il n'y a pas de problème. Les résistants savaient ce qu'ils risquaient, et puis ils l'ont fait quand même. J'ai vécu peut-être plus que ce que les résistants ont vécu, parce que malheureusement, ma famille a été prise avec moi. Mais sinon, moi, je trouve que je ne mérite pas tous ces honneurs. Vous avez écrit un livre qui est paru aux éditions Grasset en 2023 et qui s'intitule « Une vie heureuse ». A priori, on ne s'attendait pas forcément à ce titre. Pourquoi avoir fait ce choix ? Mais parce que justement, quand on sort de Birkenau, tout ce qui vient après, c'est une vie heureuse. Birkenau était le camp de la mort. J'en ai échappé. Eh bien, je ne peux plus rien me plaindre quand on a vécu Birkenau. Vous fêterez vos 100 ans dans quelques mois. Faut pas me le dire. Que vous souhaitez-vous pour ce jour-là ? Bah écoutez, je ne me souhaite rien. Mais je suppose qu'on va me fêter ça. Je pense qu'il y aura quelque chose. Et puis s'il n'y a rien, j'aurai quand même 100 ans. Je ne tiens pas à avoir beaucoup plus au-dessus. Nous arrivons à la fin de cette interview. Je voulais vous demander, comme nous le faisons à chaque fois, à chaque invité, qui serait votre engagé ? Y a-t-il une personne dont vous admirez l'engagement ? J'ai toujours admiré Simone Veil. C'était ma copine et je l'ai trouvée formidable. Elle est arrivée ministre. Eh bien, elle pouvait parler avec tous les présidents de tous les pays du monde. Une camarade de déportation s'approchait pour lui dire bonjour. Eh bien, elle quittait les présidents avec qui elle parlait pour aller retrouver ses copines de déportation. Je ne sais pas si on aurait tout fait comme ça. Merci beaucoup, Ginette. Merci à vous surtout. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Barietti, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.